Bon, malgré le fait que ma critique arrive super tard, malgré le fait que j'ai pas mon bon masque, eh ben écoutez, je vais quand même parler de ce film parce que ce film mérite que j'en parle parce que c'est extraordinaire. Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, bienvenue dans cette critique à chaud de Dunkerque, le dernier film de Christopher Nolan. Donc je vais spoiler dans cette critique, donc je vous le dis tout de suite, allez-y, ce film est extraordinaire, c'est clairement un chef-d'œuvre, c'est un film ambitieux, un film qui prend des risques et ça paye parce que vraiment c'est une expérience cinématographique totale, une vraie expérience de cinéma dans les grandes lignes de ce que ça peut présenter, donc aussi bien visuellement que sonore que narrativement. Voilà, c'est des choses qu'on voit nulle part ailleurs qu'au cinéma et ça vaut le coup de le découvrir en salle parce que moi j'en ai pris plein les mirettes, plein les oreilles surtout. Le son est très important, donc ne ratez pas le fait de voir ce film en salle parce que j'ai été cloué à mon fauteuil tout le long parce que voilà, c'est la salle qui peut procurer, je pense, une immersion et à aider à l'immersion dans ce film qui est quand même le but primordial de ce film, c'est de vous immerger dans cette bataille de Dunkerque. Donc allez-y, voilà, je vais donner ma note tout de suite. La note est de 5 masques sur 5, voilà, note totale, note parfaite, parce que c'est un film, comme je l'ai dit, qui prend des risques et qui pour moi n'échoue quasiment nulle part. Donc il mérite la note maximum. Voilà. Donc à partir de là, je vais spoiler. Donc Dunkerque, on sait de quoi ça parle, hein, c'est la fameuse déroute des Anglais qui doivent évacuer leurs troupes qui sont bloquées sur la plage de Dunkerque, pris en étau par les troupes allemandes, légèrement défendues par les Français à l'entrée de la ville. Bon, le film, déjà dès le début, tu sens le parti pris qui va être immédiat, qui est de te dire, vous allez pas être dans un film avec une narration habituelle, avec une structure en 3 actes, avec une introduction, vous allez découvrir des personnages, apprendre sur leur vie. Non, là, il en a rien à battre de ça, Christopher Nolan, là. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on est juste, on est dans le tas, on est avec un soldat, on saura jamais son prénom, si je me gourre pas, ou même son nom, et on va vivre cette expérience en immersion avec lui, de manière vraiment sensorielle, de manière totalement organique, et quand je trouve que c'est un parti pris de narration qui est ultra fort, parce que à l'heure actuelle, de tous les films, des blockbusters un peu totalement formatés, là c'est absolument pas formaté, c'est vraiment une espèce de tentative comme ça de présenter cette bataille. Alors d'ailleurs, c'est un film de guerre, parce que ça parle d'un événement de la guerre, hein, mais fondamentalement ça s'approche plus du film catastrophe, où vraiment on a cette espèce de menace invisible qui vient frapper par moments. Enfin, ça pourrait presque être une catastrophe naturelle, les nazis dans ce film, parce qu'on les voit jamais, on voit que leurs véhicules, enfin ils sont jamais personnifiés, c'est vraiment une espèce de menace comme ça qui vient taper par moments, qui vient apporter du danger, des torpilles qui viennent exploser un bateau, des avions qui viennent mitrailler des choses, mais c'est jamais... ça me fait plus penser à un film catastrophe de 2 heures, où on est... genre un truc genre la tour infernale comme ça, où on est en haleine tout le film parce qu'on a envie qu'ils s'en sortent de ce pétrin ultime dans lequel ils sont fourrés. Mais voilà, donc c'est vraiment... donc il y a cette espèce d'immersion immédiate. Je trouve ça, moi j'adore quand un réalisateur décide de dépouiller toute la narration et d'aller vraiment à l'essentiel. Parce que moi, il y a des fois, j'ai pas besoin de savoir les noms des gens, de savoir pourquoi ils font les choses et tout. Ça me permet de m'identifier d'une autre manière, d'avoir un soldat comme ça où juste, pour moi, c'est un peu le principe du soldat inconnu, c'est juste ça peut être n'importe qui, quoi. Et c'est ce que le film raconte aussi, c'est que c'est des gens du quotidien, c'est pas des héros, c'est juste des gens lambda qui se sont retrouvés dans cette situation parce que la guerre fait que. Et ce film le raconte de manière magistrale parce que justement, il se permet de pas le raconter plus que ça. Il se permet juste de l'illustrer. Donc c'est quand même une manière de faire du cinéma qui est extraordinaire, et je trouve que Nolan, là, il a vraiment pris un risque, mais il a pris un risque sur plein de niveaux dans ce film. Mais en tout cas, en termes de narration, rien que le fait de se dénuder de toute chose superflue, alors il y a un peu avec le vieux et son fils et le pote de son fils dans le bateau, où là on a des espèces de petites bribes de background qui débarquent, mais c'est vraiment par parcimonie, et ça paye parce que les gens colportent des histoires et ils ont des relations intimes entre eux, donc c'est logique qu'il y ait de temps en temps des bribes de choses personnelles qui arrivent, mais quand même dans les grandes lignes on a des personnages où on s'attache fondamentalement à eux parce que l'aventure nous fait nous attacher, mais on s'en fout de savoir qui c'est. Et pour moi, c'est la meilleure manière d'utiliser la dramaturgie, qui est que je le reproche souvent dans les films, c'est quand les gens nous racontent leur passé.
Moi, dans un film, un personnage, tu t'attaches à lui parce qu'il véhicule, il fait des actions qui te font comprendre qui il est. C'est pas parce qu'il raconte son passé que je comprends mieux qui il est. C'est parce qu'il fait des choses. Et là, dans le film, c'est que ça. Les personnages ne font que agir. Et donc, par leurs actions, bah, tu t'attaches à eux parce que tu comprends qui ils sont. Bref, donc c'est vraiment là-dessus, rien que sur ce premier niveau de dramaturgie, je trouve ça mais extraordinaire. Après, il y a quand même autre chose qu'il faut avouer, c'est qu'il y a son histoire de temporalité qui est hyper intéressante. C'est que Nolan est un réalisateur qui a toujours joué avec la temporalité, aussi bien dans Memento où il raconte le film à l'envers, aussi bien là il y a un peu le côté Inception où on rentre dans plusieurs niveaux qui ont différentes temporalités, et donc la vitesse diffère selon la durée diffère selon les niveaux de rêve. Voilà, il y a toujours eu des rapports au flashback. Dans Batman Begins, on commence par le futur, on revient en arrière, enfin il y a plein d'allers-retours. Et là, il nous balance une espèce de grille de lecture immédiate, ce qui est intéressant aussi parce qu'il n'est pas là pour nous faire pour essayer de nous piéger ou de nous retourner avec un twist. C'est pas du tout sa démarche c'est juste de nous dire voilà, je vous offre une grille de lecture immédiate, donc sur la plage ça va durer une semaine, dans l'air ça va durer une heure, et le bateau qui arrive là c'est une journée. Comme ça, vous savez que les événements, ils vont s'entremêler, mais vous voyez à peu près, vous avez toujours une notion de à peu près où vous en êtes temporellement. Et donc déjà, ça va offrir, j'ai vu le film qu'une seule fois, hein, mais ça offre forcément une dimension autre à une relecture, parce que évidemment toutes les bribes de choses qu'on voit, qu'on aperçoit à certains moments, qu'on voit après dans un autre point de vue, eh ben, elles vont prendre un autre sens quand on aura vu le film en entier, je suis sûr. Je pense qu'il y a plein de détails qui vont être hyper intéressants à réobserver dans un deuxième visionnage, mais surtout c'est hyper limpide quoi, comme système. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on change de truc, on sait où on en est. Quand on croise un truc, on sait qu'on l'a déjà vu ailleurs et on sait pourquoi on l'a. Enfin, il n'est pas là pour te piéger, quoi. Il est vraiment là pour te fournir. Pour jouer avec différents niveaux et ça permet des espèces de séquences de suspense qui sont géniales. Par exemple, le coup de l'avion qui se crache dans l'eau, enfin le copilote, là, enfin, pas Tom Hardy, l'autre mec, qui s'écrase dans l'eau. Quand on est dans le point de vue de Tom Hardy, on le voit s'écraser, il y a sa main qui fait coucou, bon, on se dit que tout va bien. Quand on revient à lui après dans le truc du bateau, là d'un coup, on se rend compte que déjà on n'a pas vu la chose de la bonne manière, et que là il y a un suspense qui est créé, et voilà, de réussir à jouer à chaque fois sur un événement qui paraît anodin d'un côté et qui en fait devient hyper important d'un autre point de vue, enfin oui c'est la multiplicité des points de vue, mais utilisé d'une manière temporelle et pas utilisé d'une manière à la Rashomon où juste on prend différentes personnes et on voit leur point de vue à eux. Je sais pas, c'était une manière, souvent les meilleures idées sont les plus simples, et là clairement c'est une idée mais d'une simplicité, c'est hyper simple, mais c'est tellement évident une fois, voilà, c'est tellement parfait quoi, d'avoir utilisé ce système-là. Je trouve ça mais vraiment génial quoi, de sa part, et voilà, c'est un mec, Nolan c'est clairement un mec qui a de la ressource, et quand il se dépouille de tout et qu'en plus il te sort des idées mais simples mais tellement efficaces, moi je peux que applaudir quoi, parce que ça t'offre cette espèce d'expérience cinéma pendant 1h50 quoi, où t'es en haleine à chaque fois, dans toutes les histoires, t'es à fond quoi, t'es à fond parce que t'as envie que ça s'arrête quoi, t'as envie que les gens s'en sortent de cette putain de plage de Dunkerque, et je trouve ça formidable d'avoir tenté ce pari. Il y a aussi autre chose qu'il faut quand même souligner, c'est que j'ai pas mal de gens qui ont bossé sur le tournage qui m'ont raconté, et il y a presque aucun effet spécial dans le film, enfin, c'est un film qui a été fait entièrement avec des effets réels, et ça se sent mais tellement, c'est-à-dire qu'à l'image quand tu vois un bateau couler, tu vois vraiment un bateau couler quoi, enfin, et ça change toute ta manière d'être dans l'histoire pour moi, enfin d'être dans le film, c'est-à-dire que t'as pas un seul moment du film où t'es sorti parce que tu sens que ce qu'on te montre n'est pas en train d'arriver à l'image quoi, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que les avions qui se font toucher en plein ciel, ils se font vraiment toucher, d'ailleurs si vous faites attention vous verrez quasiment jamais un impact filmé, genre l'avion du mec qui pilote qui tire et l'autre avion en face qui se fait toucher en temps réel, c'est très très rare. C'est souvent, il tire, après on a un truc de fumée qui se déclenche, enfin, on sent que c'est des effets pratiques qui sont utilisés, et là, mais c'est faramineux d'avoir été à ce point-là, jusqu'au boutiste avec son système, et d'y arriver, et d'avoir proposé cette aventure-là sans effets spéciaux à l'heure actuelle, mais c'est tellement un espèce c'est une déclaration, quoi. C'est vraiment dire, regardez, on peut faire du cinéma grand spectacle sans vos ordinateurs, hein, sans vos trucs en CGI, on peut, et ça coûte pas forcément plus cher, et c'est juste plus prenant, quoi. Donc je prie pour que ce film cartonne et redonne un peu la voix à ce qu'était le cinéma à une certaine époque, parce que je suis désolé, j'aime beaucoup le numérique quand c'est très bien utilisé. Dans Mad Max Fury Road, c'est parfaitement utilisé, et j'ai rien à en redire, mais c'est vrai que majoritairement, il y a quand même moyen de faire sans, et quand c'est fait sans et intelligemment comme là,
c'est formidable. Alors après, en plus, il se permet des. Je trouve qu'il se permet de. Je trouve que voilà, tout le film est une prise de risque à tous les niveaux. Il y a des moments, par exemple. Enfin, il y a des moments où il te montre pas ce que tout le monde te montrerait, mais c'est tellement intelligent, enfin, c'est tellement différent, novateur, je sais pas. Je suis en extase devant ça, mais par exemple, à la fin, quand il y a l'avion qui fonce sur Kenneth Branagh, là, le dernier avion allemand, et qu'on a l'avion de Tom Hardy qui a plus de moteur, qu'on a suivi rapidement, et tu te dis, putain, mais n'importe qui aurait montré Tom Hardy débarquer et tirer sur cet avion, et l'avion allemand qui explose, enfin tu vois, genre t'aurais montré ce côté-là du truc, quoi. Alors que là, c'est l'inverse, t'es vraiment sur Kenneth Branagh, tu t'entends vite fait un truc, d'un coup tu te retournes, t'as l'avion allemand qui tombe, enfin, t'as un espèce de refus de montrer l'héroïsme frontalement, et d'être toujours, être dans le côté observateur de la chose, qui est génial, quoi. Enfin, et il y a plein de décisions comme ça qui ont grave fonctionné. Moi, à la fin, j'ai été cueilli sévère. Enfin, voilà, c'est le seul moment où il décide d'embrasser vraiment le médium voix off, avec narration, la musique qui monte. Alors la musique, je vais en parler aussi, parce que, bref, je finis sur la fin, mais avec cette voix off qui te résume l'article de journal, avec les différentes images, mais moi j'étais la larme aux yeux. Enfin voilà, le film, je trouve que conclure 1h30 de 1h40 de tension par ça, c'est parfait. C'est vraiment une manière de relâcher la pression qu'il nous a mise, et la pression était tellement énorme que c'était parfait. Je trouve que, pareil, la musique est extraordinaire. Hans Zimmer, c'est quelqu'un que je n'affectionne pas forcément tout le temps, mais là, je trouve que la proposition est pareil, est hyper intéressante. C'est vraiment un compte à rebours pendant 1h50, j'ai déjà dit, mais là, tu es en haleine parce que la musique te tient. La musique, elle est insoutenable, elle est vraiment... t'en peux plus, quoi. T'en peux plus de cette musique parce que c'est oppressant possible et ça monte avec les actions. Enfin, c'est vraiment... sans la musique, la musique fait le film, quoi. Vraiment, les deux sont... Il y a une alchimie totale qui se fait entre les deux et c'est vraiment magistral là-dessus. Donc écoutez, c'est encore parfait. Après, au niveau de l'utilisation de la caméra, je trouve que là-dessus, Nolan, il est vraiment mais d'une propreté sans nom, c'est-à-dire qu'il fait aucune surriture, il n'est pas là pour faire des effets, il te fait des plans mais magnifiques, là il y a des compositions mais qui veulent tout dire, genre le moment où tu as la petite chaloupe qui croise l'énorme destroyer qui revient avec les soldats dessus, et tu as un espèce de plan large magnifique, avec la chaloupe au premier plan et le destroyer juste derrière. Enfin voilà, il a assuré ses compositions. Il y a presque un esprit kubrickien dans ses compositions, avec des choses extrêmement symétriques. Enfin voilà, je vois par exemple un plan de Kenneth Branagh qui marche sur la plage et avec le soleil, et tu vois, enfin les compositions sont magnifiques, et en utilisation de la caméra, c'est d'une simplicité vraiment enfantine. Enfin, les choses les plus simples sont aussi les plus dures à faire par moment, et là, il n'y a pas un seul moment où tu te dis ah ouais, il a voulu se faire kiffer, il a fait son plan effet ou pas. Non, c'est toujours pour le récit, pour l'immersion. C'est jamais un réalisateur qui décide de se faire son plan pour t'impressionner ou quoi que ce soit. C'est jamais le cas, et ça c'est quand même encore une fois une prouesse, parce que dans un projet comme ça, il y a des fois, t'aurais envie quand t'es réal, de te dire bon voilà, je vais faire un plan pour impressionner la galerie, et il le fait jamais. Et bon, après voilà, tout est magnifique, hein, les combats aériens, tout ça, c'est quand même des plans que t'as pas vu depuis très longtemps, hein, des avions comme ça de la Seconde Guerre mondiale qui volent, avec cette fluidité de caméra qui les suit, et cette authenticité, c'est quand même vraiment impressionnant. Après, la lumière, je trouve ça parfait, parce que pareil, la lumière est magnifique aussi, tu sens qu'il y a énormément de lumière naturelle, et surtout ce qui est fou, c'est qu'il assume totalement des faux raccords de lumière en en ayant mais rien à battre, avec des séquences qui d'un coup passent de soleil à presque nuit en très peu de temps, des changements de couleurs sur des personnes qui sont presque au même lieu, mais d'un coup il y en a un qui est sous le soleil, l'autre qui est sur l'ombre, enfin il s'en fout, et ça c'est important aussi, oui, parce qu'on peut faire du cinéma en n'ayant pas des raccords lumière, c'est pas important, c'est-à-dire qu'il y a des films où ça peut choquer, mais là c'est tellement assumé que c'est pas choquant, tu t'en fous, parce que c'est pas ce qui est important sur le moment. Et limite, peut-être que si je revois le film, la lumière peut-être retranscrit l'état d'esprit des personnages sur le moment. Enfin, j'ai pas fait gaffe à ça, mais ça se trouve, il y a même une dimension supplémentaire à certains faux raccords lumière, quoi. Donc voilà, écoutez, Nolan, je trouve, voilà, les comédiens sont excellents, mais tu sens qu'ils ont chié. Enfin, c'est un peu un côté. Voilà, pour moi, je vais faire un petit parallèle rapidement, mais pour moi, ce film est le penchant que je préfère du cinéma immersif que pourrait être The Revenant, que j'ai pas trop aimé. Parce que je trouve que The Revenant, il y a justement un mec, le réal, qui décide de te mettre, de dire je vais t'immerser dans mon délire, mais je vais aussi t'impressionner avec ma mise en scène. Et là, c'est juste, je vais t'immerser tout court. Je vais pas t'impressionner avec ma mise en scène, c'est pas le but. Mon but, c'est juste de t'immerser. Tu vas être là pendant 2 heures, tu vas en chier, tu vas être en haleine, tu vas être accroché à ton fauteuil, mais voilà, je vais pas te faire des plans séquences de fou pour te faire kiffer parce que je peux le faire. Non. Et voilà, donc je trouve que dans le spectre des expériences qu'on a eues récemment, où tu sens que voilà, ils sont en décor naturel, les acteurs en chient et tout, je trouve que Dunkerque est bien plus intéressant que The Revenant sur un principe similaire. Et je vais finir aussi par me dire quand même que c'est intéressant les films de guerre.
avec, je trouve que chaque réal a fait son gros film de guerre, quoi. C'est presque un baroud d'honneur, et je vais pas tarder à faire une vidéo dessus, parce que c'est vraiment intéressant de constater ça, quoi. Que chaque réal a fait, Spielberg il en a fait 2, mais on va dire Soldat Ryan quand même, enfin voilà, chaque réal, Kubrick il en a fait 2 aussi, mais on va dire aussi Full Metal Jacket. Enfin, ça va être intéressant de faire je vais faire un petit dossier sur les films de guerre par grand réal, parce que c'est presque... Est-ce que ce serait pas la quintessence de leur cinéma à chaque fois? À réfléchir, voilà. Je ferai une vidéo dessus. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette critique de Dunkerque. Elle arrive un peu à la bourre, je sais, mais bon, bah c'est comme ça. J'ai pas le choix, et j'ai mon mauvais masque, qui est quand même très très moche, faut l'avouer, je préfère largement le nouveau, mais je vais le retrouver très vite, puisque je l'ai oublié. Voilà, bon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici la prochaine, j'ai envie de vous dire, bonne toile!